Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud et Joseph Breuer, études sur l'hystérie. Les malades étudiés appartiennent toutes à un milieu instruit et cultivé. Connaître leur existence secrète, la genèse de l'hystérie remonte à des événements dont les malades n'aiment pas parler et ont perdu le souvenir. Pendant l'hypnose, les souvenirs s'éveillent. C'est l'accident qui provoque le syndrome. Vision hallucinatoire de l'incident. Événement survenu dans l'enfance. Analogie entre l'hystérie banale et la névrose traumatique. Relation causale entre le traumatisme psychique motivant le phénomène hystérique. C'est son souvenir qui agit de la manière d'un corps étranger. Chacun des symptômes hystériques disparaissait immédiatement et sans retour quand on réussissait à mettre en pleine lumière le souvenir de l'incident déclenchant. Un souvenir dénué de charge affective est presque toujours totalement inefficace. C'est de réminiscence surtout que souffre l'hystérique. Nos observations prouvent que parmi les souvenirs, ceux qui ont provoqué l'apparition de phénomènes hystériques ont conservé une extraordinaire fraîcheur et leur pleine valeur émotionnelle. La mémoire des malades ne garde nulle trace des incidents en question, seulement interrogés sous hypnose que ces souvenirs ressurgissent. Netteté hallucinatoire sous hypnose, et il advient un traumatisme déjà actif en soi à une période de grave émotion. Ces phénomènes hystériques découlent de traumatismes psychiques. Les souvenirs apparaissent lors des accès hystériques. D'après Charcot, l'accès hystérique serait le rudiment d'une condition seconde. Au cours de l'accès, c'est le conscient hypnoïde qui régirait l'ensemble de l'innervation corporelle. La conscience normale ne se trouve pas toujours entièrement étouffée. Le procédé psychothérapique supprime les effets de la représentation en permettant à l'affect coincé de se déverser verbalement. La représentation se modifie par voie associative en l'attirant dans le conscient moral. L'hystérie résulte d'une prédisposition. La cause interne reste encore à découvrir. Seules quelques lumières sur la causation des formes acquises. Anao, 21 ans, en 1880, avec une hérédité névrotique assez chargée. Bonté compatissante aux malades et aux pauvres, satisfaisant ainsi son besoin profond. Peu d'éléments sexuels, d'une gaieté exubérante et d'une tristesse exagérée. Vie puritaine et monotone, ses rêveries étaient son théâtre privé. Elle vivait mentalement des contes de fées et cela prit un caractère pathologique. Phase de l'incubation latente de la maladie manifeste, période de somnambulisme, puis suppression progressive des troubles et des phénomènes. En proie à des hallucinations, elle devenait méchante, de graves troubles du langage. Son père meurt, son écriture s'altérait. Elle refusait toute nourriture. L'état de sa maladie s'aggrava. Son état psychique ne cessait d'empirer. État de torpeur et sommeil profond. L'hypnose l'a débarrassée de toutes les réserves de fantasmes accumulées depuis la dernière visite. Tranquillisée, elle se montrait le jour souvent aimable, docile, puis son humeur devenait désagréable, revêche. Pour elle, l'hypnose était un ramonage, chimney sweeping. Un Terre-Neuve, chien dont on lui fit présent et qu'elle aimait fut d'un grand secours. Le récit sous hypnose avait un effet de liquidation, talking cure. En l'absence du médecin, elle se retrouvait dans un triste état moral, paresseuse, indocile, d'humeur changeante, méchante. Elle révélait sous hypnose les fantasmes récents et les vexations anciennes. Elle se rappela que sa dame de compagnie anglaise avait fait boire son chien dans le verre et d'avoir surpris cette scène dont elle n'avait jamais parlé, provoqua ces symptômes qui disparurent lors du récit de l'incident. Une fois une cause révélée, les symptômes disparaissaient. Grâce à cette narration dépuratoire furent éliminés les contractures, les troubles de la vision, de l'audition, la toux, les troubles de l'élocution et les tremblements. Ces hallucinations la terrifiaient, tête de mort. Le déclic fut de mettre à ses lèvres un verre d'eau durant la séance d'hypnose, ce qui activa son souvenir, période caniculaire, et la patiente souffrait de la chaleur. 6 semaines s'écoulent entre le verre d'eau et le récit sous hypnose. Ce sont ces fantasmes continuels et un excès inemployé d'activité et d'énergie psychique qui en sont les causes. La tension sur le père malade avait détourné l'attention.
après toute une série de liquidations spontanées comparables, que la technique thérapeutique a pris forme. Guérison de l'hystérie après une longue période d'agitation marquée et une aggravation de son état. Mademoiselle Anna O fut guérie par Joseph Breuer. La patiente suivante s'appelle Madame Amy von N, 40 ans, 1889. Hystérique facilement hypnotisable, applicable du procédé de Breuer. Elle parle avec effort à voix basse. Ses phrases sont cohérentes et dénotent d'une culture peu ordinaire. Elle s'interrompt pour exprimer la terreur ou le dégoût. Les doigts crispés, son mari mort, elle devient souffrante. Elle est déprimée, souffre d'insomnie et de douleur. Elle sursaute violemment chaque fois que la porte s'ouvre inopinément. Sensation de froid. Un somnambulisme apparaît. Plaçant un doigt devant ses yeux et lui enjoignant de dormir, elle se laissait tomber en arrière avec une expression de stupeur et de confusion mentale. Un sujet, au contraire, qui se méfierait de l'hypnose, exprimant ou non ce refus, ne peut être hypnotisé. Le fait seulement de s'allonger et de demander avec insistance de se concentrer les yeux fermés suffit à vaincre certaines résistances, une force psychique qui s'oppose à la prise de conscience et au retour du souvenir des représentations pathogènes, une aversion du moi. Pareil, en prévenant le patient que j'allais lui exercer une pression sur le front quelques secondes et après l'avoir fait lui demander « À quoi avez-vous pensé ?» Le malade allongé répondait sans résistance. Le procédé d'hypnose détourne l'attention du malade de sa recherche et de sa réflexion consciente. Sous hypnose, on s'efforce de dissiper les hallucinations. À partir d'histoires qu'elle entend ou qu'elle lit, une nouvelle histoire terrorisante est vécue, mêlée à des souvenirs d'enfance, rats morts jetés à la tête. Spasme du corps. Elle voit vraiment se dérouler les scènes qu'elle raconte. Le bégaiement est une des manifestations de la maladie. Certifie au malade qu'elle reverra cette scène, mais d'une façon plus vague, moins virulente. Sa surexcitation cesse. Sous hypnose, demandez les causes de sa mauvaise humeur, l'oppression physique des récits d'enfance. Freud utilisait la suggestion pour lui enlever la crainte. La réponse, je n'en sais rien, peut-être exacte, mais aussi exprimer le déplaisir de parler des motifs en question. Effacer ses souvenirs en lui certifiant qu'elle dormira bien cette nuit. Le malade plus tard se plaindra de ne pouvoir se souvenir ou imparfaitement de faits très importants de sa vie. Sa nature récalcitrante se cabrait devant toute contrainte. La mort de son mari avait été suivie de tracas. La famille du mari s'était opposée au mariage et s'était irritée de leur bonheur et ou exigeait enquête pour empoisonnement. D'autres procès suivront. Le souvenir de son frère sous morphine qui la saisissait la terrorisait. Je meurs de peur. Elle était dure avec elle-même. Sous hypnose, Freud continue d'interroger son conscient hypnotique. Une mère excentrique qui, devenue mélancolique, se renfermait dans un asile. Après s'être soulagée de ses récits, elle devient très gaie, crainte relative à l'ascenseur. Le docteur Bernheim a suggéré à l'un de ses malades de mettre après son réveil ses 2 pouces dans la bouche. Le malade exécute cet ordre et s'en excuse, preuve d'obéissance à la suggestion. Chez les névropathes, les conditions psychiques d'ignorance ou d'omission volontaire favorisent l'apparition d'une fausse association. Dans la suppression hypnotique d'un délire hystérique récent, les malades, dans leur récit, inversent l'ordre chronologique. L'état de la patiente s'améliora rapidement et elle se sentit mieux depuis la mort de son mari. Encore 7 semaines de traitement et elle rentra chez elle. Des séquelles hystériques persisteront et une aversion à l'égard de Freud persista. L'expérience m'apprit qu'un récit incomplet fait en état d'hypnose ne provoque aucun effet curatif. Est insuffisant le récit qui ne fait aucun progrès. D'après l'expression, on sait si le malade dissimule une partie essentielle. Le crapaud l'effrayait depuis très longtemps et je lui fis appeler le mot sous hypnose. Sous hypnose, elle confia que quand elle mangeait pas la viande, elle était obligée de le faire par sa mère, mais plus tard et dans la même assiette. Elle ne mangeait pas la viande. Cette viande froide avec la graisse figée l'écœurait et s'en rappelait toujours. Une eau polluée pendant les vacances, qui indisposa toute la famille, l'a empêché de boire normalement durant des années. La peur du crapaud se renforça le jour où son frère lui en jeta un au visage. La mort subite de son mari l'avait traumatisée.
La peur de voir quelqu'un d'inconnu se glisser dans la chambre remonte à la fois où un employé de l'hôtel s'était caché et avait bondi brutalement. Peur de la porte, élément érotique qui était attaché. Croyance que son mari n'était pas mort et peur d'être enterrée vivante. Les paralysies résident dans l'impossibilité d'intégrer dans de nouvelles associations un groupe de représentation. Le muscle paralysé se trouve dans le souvenir du traumatisme. La mimique de cette femme correspondait à son éducation. Le névrosé, chez qui se marque presque toujours un trait de dépression, d'attente anxieuse, crée ses représentations en les tenant plus facilement pour vraies. Sa névrose se transformant en démence précoce. On la taquinait pour ses grands pieds et voulant s'embellir pour plaire à son cousin, elle prit l'habitude de faire mouvoir ses orteils dans ses souliers. Les symptômes ont des racines profondes, inaccessibles à l'analyse. Comme les encouragements, les injonctions et les traitements hypnotiques n'avaient pas amélioré son état, je me tournai vers l'analyse psychologique et exigeais de savoir quelles émotions avaient provoqué l'apparition de la maladie. Bernheim, tout est dans la suggestion. Comment, à l'aide de mon doigt maintenu devant ses yeux et l'ordre de dormir, je réussissais à créer cet état psychique particulier où la mémoire de la malade embrassait tous les faits psychiques de sa vie. Delboeuf, comme quoi il n'y a pas d'hypnotisme. Prédisposition quand une hérédité névropathique est très chargée. Mécanisme de grande rétention, de grande quantité d'excitation est indéniable. Circonstances de la vie et prédisposition naturelle. Cette patiente était de grande culture et avait l'amour de la vérité. Pierre Janet rappelle la diminution de production psychique qu'il tient pour responsable de l'apparition de l'hystérie. Rien de tout cela chez cette patiente. Il pense que la prédisposition hystérique consiste à un rétrécissement anormal du champ de la conscience, puis à la désagrégation du moi. Incapacité d'accomplir les actes volontaires de l'existence. Janet a placé à tort les états consécutifs aux modifications hystériques de la conscience au rang de condition primaire de l'hystérie. Les filles de la malade la considéraient comme une despote cruelle et seront chassées sans aide matérielle. Avec les médecins, elle suivait des séances hypnotiques, guérissait puis se brouillait et retombait malade en un véritable automatisme de répétition. Miss Lucie R, 30 ans, elle avait perdu l'odorat et manquait d'appétit. Elle était gouvernante, elle se portait bien jusqu'à son affection nasale. L'humeur maussade faisait partie de la charge affective du traumatisme. L'odorat était le symbole ressurgissant dans les réminiscences. Hallucination olfactive et mauvaise humeur avec accès hystérique. L'odeur d'un entremets brûlé la poursuivit partout. La malade était atteinte de rhinite purulente. L'odeur avait un lien avec l'incident traumatisant. À Nancy, le grand maître de l'hypnotisme, le docteur Liébaud. Ah, si nous avions la possibilité de rendre tout le monde somnambule, la thérapeutique hypnotique deviendrait la plus puissante de toutes. L'art, endormir en 3 tentatives. Méthode cathartique. Répétez cette affirmation et cet ordre, vous allez dormir, dormez. Après, je n'exigeais que la concentration et ordonnais aux malades de s'allonger et de fermer les yeux. Dans leur état de conscience modifié, des souvenirs et des associations étaient présents. Ce sont les souvenirs pathogènes qui font défaut à la mémoire des malades dans leur état psychique ordinaire. Mes malades étaient au courant de ce qui pouvait avoir une importance pathogène. Il s'agissait seulement de les forcer à le révéler. Mettre une main sur le front ou prendre la tête entre les 2 mains. Vous allez vous en souvenir sous la pression de mes mains, extorquant ainsi les informations aux malades, élargir le champ rétréci d'une conscience. L'oubli des souvenirs est intentionnel. Les incidents ayant une importance pathogène ainsi que toutes les circonstances qui les accompagnèrent sont fidèlement conservés dans la mémoire, même oubliés et que le malade n'arrive pas à s'en rappeler. Je vais poser les mains sur votre tête et quand je les enlèverai, vous penserez à quelque chose et vous me le direz. Provoquez la réminiscence. Le conflit des affects donne aux incidents un caractère traumatisant. Dans le cas de la malade, c'est le sens olfactif qui était attaché, demeurera le symbole du traumatisme. On découvre immanquablement une cause psychique et il faut qu'une certaine représentation
et était intentionnellement refoulé du conscient et exclu de l'élaboration associative. Dans le refoulement est la conversion totale de la somme d'excitation. L'idée refoulée se venge en devenant pathogène. Parmi les faits ayant provoqué le traumatisme, un désir resté dans l'ombre et s'efforcer de l'oublier. Le sujet sait tout sans le savoir. À l'odeur du brûlé était dissimulée une odeur de cigare. J'avais remplacé un symptôme par un autre. C'est ce qui arrive lorsqu'on s'applique à une thérapeutique appliquée au seul symptôme. Sous la pression de ma main, des scènes plus anciennes étaient enfouies. L'affaire du chef comptable eut son pouvoir traumatisant. La patiente fut transformée, souriante, et portait la tête haute. Son nez et sa sensibilité sont revenus. Le traitement continua 9 semaines et le succès durable. La défense hystérique pour laquelle une certaine aptitude est nécessaire consiste en une conversion de l'émoi en innervation somatique. Le gain qui en résulte est l'expulsion hors du moi conscient de la représentation inconciliable. Le véritable moment traumatisant est celui où la contradiction s'impose au moi et où celui-ci décide de chasser la représentation contradictoire. Par ce rejet, la représentation n'est point anéantie, mais seulement repoussée dans l'inconscient. La thérapeutique consiste à imposer l'union du groupe psychique isolé avec le moi conscient. Ainsi, la guérison apparut soudain. Dès Katharina, Freud, en montagne, aimait marcher jusqu'au sommet et se plonger dans la contemplation d'un point de vue magnifique, si oublieux de sa propre personne, oubliant la médecine et surtout les névroses. La jeune fille souffrait de complexes d'angoisse, elle respirait mal comme si elle allait étouffer. Indice d'une aura hystérique à contenu d'angoisse. L'angoisse, chez les jeunes filles, est la conséquence de la terreur que suscite dans un cœur virginal la première révélation du monde de la sexualité. La malade avait eu une relation adultère dans sa famille. Elle avait répété culpabilisant d'être responsable du divorce. Sa peur la faisait suffoquer. Souvent, nous comparons la symptomatologie hystérique à des hiéroglyphes. Dans cet alphabet, vomissement équivaut à dégoût. Le malade raconte d'autres histoires passées à l'auberge où elle travaille et qui l'ont traumatisée. Après ce récit, elle était transformée, elle était soulagée, rassérénée. Elle se souvenait de séries de faits sans pouvoir les comprendre. Une courte période d'élaboration, d'incubation s'ensuit. Puis apparaissent les symptômes de conversion. Les vomissements, substituts du dégoût moral et physique. C'était le souvenir réveillé du couple quand, attaquée, elle sentit le corps de son oncle dans la nuit qui l'avait dégoûtée. Le premier symptôme de l'hystérie avait disparu. L'accès d'angoisse, lui, est demeuré chargé d'un nouveau contenu. Hystérie abrégée car le malade a réellement fait part de sa découverte. L'hystérie, dans ce cas, a été guérie par la divination plutôt que par l'analyse. Son angoisse était hystérique, car la répétition de l'angoisse apparaissait lors de chacun des traumatismes sexuels. Apparition chez les vierges de l'affect d'angoisse, car la notion de rapport sexuel s'impose à elle. Complètement tardif de Freud, ce n'était pas la nièce, mais la fille de l'aubergiste, et non pas sa tante, mais sa mère. Mademoiselle Elisabeth V. R., une jeune fille, souffrait de douleurs dans les jambes. Elle supportait des souffrances et avait des difficultés à marcher. Le neurasthénique hypocondriaque affecté de névrose d'angoisse qui décrit son mal donne l'impression d'accomplir un travail mental bien au-dessus de ses forces. Il pense que la langue est trop pauvre pour lui permettre de dépeindre ses sensations. Cela devient que toute attention s'est concentrée sur ses propres souffrances. Le malade veut se dérober à l'examen et résiste. Pousser le malade à révéler l'histoire de son mal. L'espoir de guérir pousse le malade à livrer son secret. Ce petit masque-là fait augurer un sens caché. Élimination par couche des matériaux psychiques, comme la technique de défouissement d'une ville ensevelie. Les couches profondes du souvenir, exploration en profondeur. Allongée, les yeux fermés, elle faisait le récit d'événements douloureux. Comment interpréter les rapports entre les souffrances morales et les troubles locomoteurs? Le malade avait établi une association entre des souffrances morales et des douleurs physiques. Le malade était affecté d'une constitution hystérique et sous la pression intense d'excitation, elle pouvait, selon son tempérament,
développait des symptômes hystériques. Son père la qualifiait d'insolente et de méchante. Freud était certain de tirer des couches plus profondes de la conscience les motivations. Procédée par pression sur la tête, elle reste muette. Puis il raconta une nouvelle histoire avec un jeune homme mentionnant pour la première fois un secret. Échec d'un premier amour qui la faisait souffrir à chaque fois qu'elle y pensait. Contraste entre sa joie d'être sortie avec son amour et l'état de santé du père à son retour qui naquit un conflit, un cas d'incompatibilité. La représentation érotique fut rejetée hors de l'association, l'affect ranima une douleur physique. Elle a dû souvent sauter pieds nus hors du lit. Sur un appel de son père, douleur dans les jambes et sensation de froid. Quelle est la scène de la conversion? La première douleur était antérieure, une légère affection rhumatismale sans fondement psychique. La douleur était à l'endroit où son père posait sa jambe très enflée en changeant les bandages. La souffrance se réveillait et persistait tant que la patiente était la proie du souvenir. Elle se mit à marcher beaucoup et de renoncer à son isolement. Les variations spontanées ne surviennent sans avoir été provoquées associativement par un incident de la journée. Une promenade trop longue déclencha la douleur. Le contraste entre son isolement et le bonheur conjugal de sa sœur malade, qui lui mettait sans cesse sous les yeux le comportement de son beau-frère, lui avait été douloureux. La zone douloureuse s'est élargie par adjonction, chaque incident pathogène agissant sur une nouvelle région de la jambe. Sous la pression de ma main sur la tête, elle pensait à quelque chose ou aperçut une image. Son silence était sa critique sur l'idée apparue, la mort de sa sœur, qui rendait libre son beau-frère, et son rêve était de l'épouser. L'apparition des désirs érotiques, des symptômes hystériques, par conversion d'une excitation psychique en symptômes somatiques. Mes observations de malade se lisent comme des romans. C'est la nature même du sujet et non au choix personnel de Freud, et cela le console. Le rôle de l'infirmière joue un rôle dans la genèse de l'hystérie. Tout garde-malade emmagasine une quantité d'impressions à charge affective. Par là se trouvent réunis les matériaux d'une hystérie de rétention. Cette patiente avait honte de l'effet violent que ces réminiscences produisaient sur elle. Mathilde H., 19 ans, a perdu le goût de vivre, brutale envers sa mère, irritable, inabordable, mélancolie banale. Facilement hypnotisable, Freud donna des ordres et suggestions pendant son profond sommeil. Sa tristesse était causée par la rupture de ses fiançailles. Elle avait été dans l'indécision et c'est sa mère qui se chargea du non définitif. Son irritabilité se fondait sur les incidents et doutes persistaient. À l'anniversaire des fiançailles, sa mauvaise humeur disparut. La malade s'oppose à toute tentative d'établir une association entre le groupe psychiquement isolé et le reste du contenu du conscient. La multiplicité des facteurs traumatisants est rendue possible par le fait qu'un incident analogue redonne au groupe psychique isolé une nouvelle excitation. Les douleurs produites de la conversion n'avaient pas encore fait leur apparition à l'époque où la malade subissait les émotions. L'expression « avaler quelque chose » utilisée pour parler d'une offense subie à laquelle n'a pas répondu émane vraiment de sensations d'innervation apparaissant dans la gorge. Toutes ces innervations, toutes ces sensations font partie de l'expression des mouvements émotionnels. Darwin. Breuer, l'hystérie est une hypersensibilité qui ne se manifeste pas seulement sous l'effet de représentation, mais aussi par suite d'excitation périphérique. Sont hystériques les manifestations pathologiques provoquées par des représentations. Un grand nombre sont idéogènes. L'instinct sexuel est la source la plus abondante des poussées d'excitation et par là des névroses. La perception, l'élaboration psychique des impressions sensorielles sont atteintes. Les pensées d'ordre sexuel suffisent à créer un état d'agitation dû à quelque conflit avec la notion fortement enracinée de pureté morale. Conséquences psychiques, mauvaise humeur pathologique et état anxieux. Les circonstances favorisent l'apparition d'un phénomène somatique grâce auquel se décharge l'excitation. Vomissement, toux, crampes. La réaction est la communication verbale qu'on retrouve dans la confession catholique. Soulage, la tension s'y décharge. Soulager, la tension s'y décharge, même sans prêtre ni absolution. Cette issue bouchée, l'excitation se convertit en phénomène somatique. Rétention hystérique.
l'état amoureux et les soins donnés à un malade, nostalgie de l'être aimé absent. Billet et Janet ont découvert et décrit le morcellement de l'activité psychique et de la conscience, contact avec le subconscient qui ignore le moi, conscient, éveillé, hypothèse d'une intelligence inconsciente. On parle non sans raison d'une étroitesse de la conscience. Dans le cas où les relations entre médecins et malades sont troublées, la docilité cesse. Le malade se croit négligé, humilié ou offensé quand le malade est saisi d'une crainte comme de perdre son indépendance. Enfin, la crainte du transfert naît du contenu de l'analyse. Redonner un psychisme sain, même s'il est plus facile au destin de vous débarrasser de vos maux, mais le travail du médecin est de transformer votre misère hystérique en malheur banal. Sigmund Freud et Joseph Breuer, études sur l'hystérie. Merci.